bienvenue sur Artbox Tuto. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice de peinture. Nous allons voir les bases ensemble, la théorie des couleurs à l'acrylique avec la fameuse roue chromatique. Pendant la réalisation de cet exercice, je vous expliquerai ce que sont les couleurs primaires, les couleurs secondaires et tertiaires et enfin les couleurs complémentaires. Mais avant de commencer, nous allons voir ensemble la liste du matériel à avoir. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une feuille épaisse, 250 grammes pour celle-là. Donc c'est un carnet que j'ai acheté de feuilles 250 grammes. C'est une feuille format A3. Si vous en avez des plus épaisses, tant mieux. Au-dessus de 160 grammes, ça ira très bien. En dessous, vous allez voir, ça va être un peu un problème avec la peinture et l'eau. Donc prévoir une feuille un peu épaisse. De la peinture acrylique, les trois couleurs primaires uniquement. Jaune, magenta, donc le rouge, et cyan, le bleu. Je n'ai pas mis le noir et blanc, alors qu'on en a dans les coffrets, mais je vous expliquerai la différence entre ces couleurs-là et le noir et blanc. Des pinceaux, un ou plusieurs pinceaux de différentes tailles, pinceau à pointe, c'est ce qui aura le mieux, un crayon à papier, une règle, alors moi c'est une équerre, hein, c'est la première chose que j'ai trouvée. Donc une règle, une palette, alors c'est une assiette en carton, ça peut être une assiette normale, ça peut être une palette de peintre, un pot d'eau, c'est un bocal que j'ai rempli d'eau, et enfin un mouchoir en papier. On a tout le matériel qu'il faut, on va pouvoir commencer. Il me manque juste un matériel, quelque chose de sphérique et d'assez grand pour que je puisse tracer mon cercle à l'intérieur de ma feuille. Rien de mieux qu'une assiette. Et voilà mon assiette qui va me servir pour faire mon cercle sur ma feuille. Et bien c'est parti. La première chose à faire, ce sera de tracer le cercle. Sur ma feuille. Donc je vais retourner mon assiette. Hop. Je vais prendre mon crayon à papier, j'appuie bien sur mon assiette et je trace mon cercle. Tout autour. Alors, pour ceux qui ont un compas, vous pouvez très bien le faire avec un compas. Voilà, donc j'ai mon cercle. Une fois que j'en suis là, maintenant, il faut que je dessine au centre. Il faut que je détermine où est le centre de mon cercle. Alors évidemment, j'ai pas de compas, donc c'est un peu plus compliqué pour déterminer le centre de mon cercle. Bah, je vais prendre ma règle. Je me mets en haut, d'accord, tout en haut. Et je vois que mon cercle, alors j'essaie de me mettre à peu près au milieu, hein, donc là je suis pas mal au milieu. Je suis à 22 cm. Et donc à 22 cm, il suffit que je divise en deux. Alors pour savoir si vous êtes vraiment sur le point le plus haut, vous glissez votre règle comme ça le long. Vous avez vu, hein, vous glissez votre règle le long. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, la valeur en bas, en fait vous suivez le haut de votre cercle comme ça avec votre règle. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va diminuer. Là, le chiffre, il sera plus petit. Ça sera plus 22, ce sera 21,9, 8, 7. Et quand vous repartez dans l'autre sens, bah, dès que vous êtes sur le point le plus haut, hop, 22. De toute façon, hein, une assiette, généralement, voilà, c'est souvent un chiffre rond. Hop, je sais que j'y suis. Voilà. Donc là, je suis sur le point le plus haut. Je vais tracer un petit trait là-haut, un petit trait là. Voilà, et puis je vais tracer un petit trait à 11. Voilà, un petit point à 11. Un petit trait là-haut. Un petit trait là. Et là, je suis bien au milieu. Alors maintenant, c'est comment je fais les branches. Je ne peux pas partir dans n'importe quel sens pour faire les branches. Il y a une petite astuce. La petite astuce va consister à prendre la mesure de là jusqu'au centre. D'accord? Donc je sais que de là jusqu'au centre, je sais que j'ai 11 cm du haut jusqu'au centre. Et donc là, je sais que je suis à 11. Alors je me mets en haut, là, et je tourne ma règle. Alors j'appuie fort, hein, j'appuie fort là. Et je fais tourner ma règle comme ça. Donc il ne faut pas que la pointe elle bouge là. Il faut que la pointe soit pile sur le trait que vous avez dessiné. Et vous allez arriver à 11. En remontant, dès que 11... Là, mon chiffre 11, alors moi, c'est parce que ça fait 22. Hein. Vous, ça peut être 6, ça peut être 8, ça peut être 9, hein, ça peut être 14. D'accord? Dès que 11 touche mon cercle,
je fais une croix. Voilà. Et bien après, je fais pareil là. Je me mets au milieu, j'appuie bien fort, je fais glisser ma règle, comme ça, je la fais tourner, je la fais tourner, je la fais tourner. Hop. Et 11, c'est là. Ok? Et je continue comme ça. Logiquement, si j'ai bien fait mon travail, je dois être à 11 là. Bah, je suis à 11. C'est nickel. Bah, je vais faire pareil de l'autre côté. Et enfin 11. Je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, donc 6 branches pour 6 points, pardon, pour mon étoile. Alors, une fois que j'en suis là, maintenant, il faut que je trace les triangles, donc les 2 triangles qui vont former mon étoile à 6 branches. C'est pas difficile. Je prends là. Un premier trait. Et là, je fais la pointe. Alors, j'ai appuyé avec mon crayon papier, donc j'ai pas besoin forcément de tracer en noir. Mon premier triangle. Bah maintenant, il faut que je fasse le même, mais à l'opposé. Donc, je me mets au milieu. Voilà, j'ai mon étoile à 6 branches qui représentent les couleurs primaires et secondaires. Alors, il me reste les couleurs tertiaires, parce que j'aimerais bien qu'on les fasse aussi. Pour cela, rien de plus simple. Hop, vous mettez à l'intersection là et à l'intersection là. Donc, vous voyez bien votre règle. Positionnez bien votre règle. Et vous faites, hop, un trait là. Vous faites pareil là. Et vous faites pareil là. D'accord? Donc faites bien attention d'être pile sur les intersections. Hein. Pour que vous soyez bien au milieu. Et là, il n'y a plus qu'à faire la même chose, à tracer. Donc je commence par là. Mais par contre, vous allez bien faire gaffe, c'est que vous ne rentrez jamais à l'intérieur de l'étoile. Vous vous arrêtez. Là. Vous voyez, je n'ai pas dessiné à l'intérieur. Alors, si vous dessinez à l'intérieur, il y a toujours possibilité de gommer. Hein. Vous pouvez très bien gommer après, il n'y a pas de souci. Alors, si ça vous paraît compliqué, demandez de l'aide à vos parents hein, pour les plus jeunes. Voilà, une première et il m'en manque une. Mon étoile a je ne sais pas combien de branches qui va me permettre de poser mes couleurs. Alors je laisse de l'espace autour parce que dans une deuxième vidéo, je réutiliserai mon étoile des couleurs et autour je travaillerai en fait des couleurs qu'on ne verra pas encore là, qui est le marron et les dégradés. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, je vais avoir besoin de ma petite palette que j'ai choisie et je vais poser mes 3 couleurs, mes couleurs primaires. Alors j'en mets pas 15 tonnes, hein. Le but c'est pas de vider votre tube en une seule fois. Hein. Hop. Le rouge. Alors le magenta, donc c'est pas un rouge. Le magenta, c'est un rose. On appelle ça un rouge primaire. Mais c'est un dérivé de rose. Et vous allez voir que dans l'étoile des couleurs, on fabriquera
un rouge. Voilà, j'ai mes 3 couleurs primaires. Maintenant, je vais prendre mon pinceau. Donc, j'ai décidé que je vais travailler avec celui-là. Alors, je ferai un cours sur les pinceaux à proprement parler, les types de pinceaux, à quoi ils servent, comment les entretenir. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Je prends mon pot d'eau et là. Alors, la première chose que je vais faire, c'est poser mes couleurs primaires. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, ça va être de poser nos couleurs primaires. Pour cela, je détermine où est-ce qu'elles se posent. Elles se posent sur l'étoile principale, pas les petites flèches derrière l'étoile principale. Je vais poser le jaune là, je vais poser le rouge là, je vais poser le bleu là. Donc, première chose à faire, c'est que je trempe mon pinceau dans l'eau. Je prends un petit peu de jaune, je mets à côté. Alors, en peinture acrylique, on travaille assez rarement la peinture à sec. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la peinture sans eau. On va toujours humidifier le pinceau, rajouter un petit peu d'eau. Pourquoi? C'est parce que je veux avoir une peinture fluide que je vais pouvoir étaler et surtout que j'ai pas de traces de coups de pinceau. Alors le but, c'est de ne pas déborder ou déborder un minimum. C'est pour ça que les pinceaux à pointe, comme celui que j'utilise, c'est l'idéal pour faire du détail, d'accord, pour pouvoir délimiter sans trop déborder. Alors le jaune est une couleur assez simple à appliquer. C'est pas très compliqué. Alors, vous allez voir que certaines couleurs sont un peu plus difficiles à appliquer. Tout dépend de comment elles ont été réalisées. Ah, le chat est passé. Donc tout dépend de comment elles ont été réalisées. Mais le jaune, c'est la couleur la plus simple à appliquer. Une seule couche suffit pour avoir un joli rendu bien plat. Alors, qu'est-ce qu'une couleur primaire? C'est vrai que je vous avais dit que j'en parlerai pendant la réalisation de l'exercice. Qu'est-ce qu'une couleur primaire? Une couleur primaire, c'est une couleur qu'on ne peut pas obtenir par mélange. Le jaune, vous ne pouvez pas l'obtenir par un mélange de couleurs. C'est le même cas pour le bleu et le même cas pour le cyan, et le même cas pour le magenta. Alors, vous pouvez obtenir des bleus en mélangeant, mais en mélangeant du bleu. Vous ne pourrez pas obtenir de bleu en mélangeant d'autres couleurs, hormis le bleu. Et c'est pareil que pour les autres couleurs. Alors, une fois qu'on a appliqué notre jaune, je rince bien mon pinceau. Alors, c'est normal, la couleur va vriller. Quand vous voyez que votre pot d'eau commence à avoir une couleur trop marquée, là ça va encore, vous allez changer l'eau. Parce que sinon, vous allez teinter votre couleur et vous n'aurez pas réellement la bonne couleur. Donc vous vérifiez bien en essuyant sur le sopalin que votre pinceau est propre. Et là, j'avais dit que je ferais du rouge. Donc je vais prendre mon rouge, donc je vais fabriquer. Hop, donc je vais prendre mon rouge. Alors vous voyez, c'est bien rose. Alors elle est un peu plus compliquée à appliquer, vous allez voir, il va y avoir quand même des traits. J'ai mis un poil trop d'eau. Donc j'enlève le gros de l'eau en appuyant sur mon sopalin. Et là, je peux recommencer. Alors certaines peintures vont nécessiter 2 couches. Alors la peinture, c'est pas un exercice de rapidité, d'accord? C'est un exercice qui va demander un petit peu de temps et un peu de patience. Alors je sais que chez les très jeunes, c'est un peu compliqué la patience, mais il va vous en falloir. Alors vous avez le droit de tourner votre feuille. Si vous trouvez que c'est un peu compliqué, hop, vous pouvez tourner votre feuille pour que ça vous paraisse plus simple. C'est l'avantage d'avoir une feuille épaisse qui supporte l'eau et de ne pas avoir à la coller sur une planche. Comme ça, vous pouvez plus facilement tourner la feuille. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de grammage de feuilles, 250 grammes. À quoi ça correspond? En fait, ça correspond à l'épaisseur de la feuille. Plus le chiffre est élevé, plus la feuille est épaisse et plus elle va être capable de supporter l'eau
et la quantité de peinture. Les feuilles de papier machine que vous utilisez pour imprimer, c'est du 70 ou 80 grammes. Donc beaucoup plus fine. Les imprimantes maison, titre d'information, les petites imprimantes jet d'encre de maison peuvent, en fonction des marques, imprimer sur des feuilles allant jusqu'à 250 grammes. Alors dans la théorie, dans la pratique, c'est pas tout à fait vrai. Elles ont tendance à avoir un peu de mal quand ça dépasse 200 grammes. Voilà, donc j'ai appliqué le rouge. Alors je sais, le rouge, il y a encore des traces, sauf que je vais attendre que ça soit sec pour repasser la deuxième couche. Parce que si je la pose maintenant, en fait, au lieu d'appliquer une deuxième couche par-dessus, je vais simplement noyer la feuille. C'est-à-dire je vais rajouter de l'humidité et je vais finir par faire boulocher la feuille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de petites boulettes qui vont apparaître sur la feuille. C'est-à-dire que c'est les fibres qui se détachent et qui se mettent en boule, comme la laine sur un pull en laine qui passait à la machine à laver. Ça va faire la même chose, ça va boulocher et adieu l'exercice. Alors, si vous voyez un chat passer, c'est normal. Vous voyez? Voilà, je vous présente, c'est mon chat, c'est Gali. Gali, tu fais coucou à la caméra? Non, tu fais pas coucou. Non, tu bois pas ça. Oh. Voilà. Alors, tac, donc je vais repasser la deuxième couche de rouge. Je nettoie et là l'eau commence à vraiment être teintée. Donc je la changerai une fois que j'aurai appliqué le bleu. Donc hop, donc j'essuie. Ouais, mon pinceau est à peu près propre. Ah, revoilà le chat. Le pinceau est à peu près propre. Et je vais pouvoir... pic, 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 pic. Pic, 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 pic. Pic, pic, pic. Oh. Oh, mais grâce à toi, je vais avoir plein de vues. Allez, vas-y, joue. Ah. Pic, pic. Non, tu la lèches pas. Hein. Hop. Bon. Allez, je vais faire le bleu. Trêve de plaisanterie. Alors, vous verrez que certaines couleurs, on ne peut pas les obtenir par mélange. Certaines couleurs, hormis les couleurs primaires, certaines couleurs, on aura du mal à les obtenir par mélange. C'est le cas des couleurs fluo. Les couleurs fluo, si vous voulez par exemple un orange très vif, vous n'aurez pas le choix que d'acheter le pot de peinture orange. Sachez qu'il y a un autre domaine où on travaille par mélange de couleurs primaires et qui a les mêmes limites que la peinture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de peinture, on ne peut pas fabriquer de couleurs fluo. C'est l'impression, l'imprimerie. L'imprimerie fonctionne avec ce qu'on appelle des couleurs en CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir. Et donc c'est comme en peinture, c'est un mélange de couleurs. Si vous avez une imprimante chez vous et vous regardez les cartouches, certains vous avez des cartouches 3 couleurs plus la cartouche noire. D'autres imprimantes, chaque cartouche est indépendante. Vous avez du cyan, du jaune, du magenta et du noir. Ce qui fait qu'à l'impression, si vous voulez imprimer une couleur fluo, vous ne pourrez pas le faire à partir de votre imprimante. Il faut aller chez un professionnel qui va fabriquer l'encre exprès pour votre travail, pour votre couleur fluo. En peinture, c'est la même chose. Si vous voulez avoir une couleur fluo, il faut aller chercher une peinture fluo. Et ce ne sont pas des couleurs primaires. Elles s'obtiennent par mélange de couleurs, quand même. Alors le bleu est une des couleurs les plus compliquées à appliquer. Elle laisse souvent pas mal de traces, donc je vais laisser sécher. Et je vais appliquer une deuxième couche. Allez, je place ma deuxième couche de peinture bleue. Alors pourquoi quand on passe une deuxième couche, on voit moins les traces?
Pour la simple raison, c'est que la deuxième couche est là pour combler les vides, c'est-à-dire les zones où il y a plus d'eau que de peinture. Et les zones où il y a beaucoup de peinture et pas beaucoup d'eau, bah, il ne peut pas l'assombrir vu que c'est la même couleur. Bah, on a le même phénomène avec les feutres par exemple. Donc, quand on passe une deuxième couche de feutre, on a beaucoup moins de traces. C'est le cas notamment avec les feutres à alcool. Ouh, j'ai bavé un petit peu. C'est pas grave. Là aussi, j'ai une lumière dans les yeux, c'est pas agréable. Voilà, bah, ça ira très bien. Gali, pousse-toi. Non. Et voilà mon chat. Je crois que mon chat n'a pas compris le but. Et en plus, t'es toute mouillée. Allez, hop, ma puce, tu t'en vas. Oh non, elle m'a sali mon travail. Oh, vilaine. Ah là là, c'est le tuto le plus drôle. Allez, je vais changer mon eau. Alors maintenant, je vais m'occuper de ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Alors maintenant, je vais m'occuper des couleurs secondaires. Alors qu'est-ce qu'une couleur secondaire? La couleur secondaire, c'est le mélange de deux couleurs primaires. D'accord? Donc ça va être le mélange par exemple entre le jaune et le rouge, le mélange entre le rouge et le bleu, et le mélange entre le rouge et le jaune. D'accord? Donc entre jaune et bleu, bleu et rouge, rouge et jaune. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs secondaires. J'avais laissé de la place entre chaque couleur primaire, c'est pour pouvoir poser mes couleurs secondaires et faire mes mélanges. Pour avoir une très bonne couleur primaire et secondaire, pardon, il faut un mélange 50-50. Autant de rouge que de bleu, autant de jaune que de rouge, autant de jaune que de bleu. Ok? Et donc on va obtenir du vert, d'accord, jaune, bleu, vert, du violet, ça sera plutôt du prune, hein, donc bleu et rouge, et enfin de l'orange entre le jaune et le rouge. Et bien c'est parti, donc je vais commencer par exemple par le orange. Donc je vais prendre du jaune que je vais poser là, je vais prendre du rouge que je vais poser là et je vais commencer à faire mon mélange. Voilà. Alors comment je sais si j'obtiens la bonne couleur? Alors c'est au feeling. Vous pouvez vous aider de roues chromatiques que vous trouvez sur internet qui vont vous donner une idée de ce qu'est le orange secondaire. Mais souvent c'est vraiment à l'œil qu'on s'en rend vraiment compte. Voilà, là, je suis pas mal. Alors il faut que j'en fabrique quand même une bonne quantité parce que je vais m'en resservir pour faire ma couleur tertiaire. Donc n'hésitez pas à en fabriquer. D'accord? Il faut qu'il vous en reste pour pouvoir faire la couleur tertiaire. Voilà. Rajoute un petit peu d'eau. Et c'est parti, je vais pouvoir fabriquer. Donc vous ne trompez pas, vous le mettez là. Voilà, un peu trop d'orange, un peu trop de jaune dans mon orange, ça manque un peu de rouge. Ouais, encore un tout petit peu de rouge. Alors comment je le sais? Je le sais d'instinct, hein, parce que je vois que ça tire un peu trop sur le jaune. Voilà, là c'est mieux. Alors j'ai un peu trop de peinture sur mon pinceau. Voilà. Alors vous aurez peut-être des couleurs un poil différentes. Hein. Il faut savoir que je tourne avec mon téléphone, donc j'ai pas forcément la meilleure qualité. Je suis pas équipée de lampes type youtubeur à 500 000 abonnés, sponsorisés par YouTube et tout machin. Donc les vidéos sont retouchées pour être le plus fidèle possible, mais les couleurs peuvent varier un tout petit peu.
Voilà. Donc j'enlève un peu les effets de matière. Pour une couleur un peu plate quand même. Hop. Et voilà, j'ai mon orange. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire la même chose. Je vais par exemple faire mon violet. Là, entre le rouge et le bleu. Alors j'essuie bien mon pinceau. Je fais en sorte que quand je l'appuie là sur mon bavoir, j'ai quasiment plus de peinture. C'est un peu plus difficile à nettoyer parce que comme j'ai fait des mélanges, la peinture s'est bien mise dans les fibres, donc n'hésitez pas à bien essuyer. Et je vais prendre du rouge, je vais prendre du bleu. Alors le bleu a tendance à l'emporter sur le rouge, alors faites attention. Hop là, voilà. Ah bah, vous avez vu, hein, vous obtenez vraiment un violet très très sombre, hein, parce que le cyan, c'est pas une couleur claire à la base. Alors pour info, la peinture acrylique est la dernière peinture créée par l'homme. La plus vieille peinture, c'est l'équivalent d'une sorte d'aquarelle, hein, donc un mélange de pigments et d'eau. Après, ils ont rajouté d'autres éléments, hein, des fois pour faire, il y a pour faire des peintures qui ressemblent un peu à la peinture à l'huile, c'était à base de jaune, à base d'œufs ou des trucs comme ça. Donc, on utilisait des différents éléments. Mais la peinture acrylique est une peinture entièrement chimique. Alors, désolé, c'est un dérivé de pétrole. Voilà. Hop. Donc, un jour, il n'y aura plus de peinture acrylique. Un jour, il n'y aura plus de pétrole. Alors, du coup, c'est la dernière peinture sortie. Pour faire les pigments. Alors, hop. Comme ça, moi, je travaille en même temps que je parle. Donc pour faire les couleurs d'une peinture, quel que soit le type de peinture, hein, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile, de la gouache, de la tempera ou des autres types de peinture, peinture à l'eau, craie, pastel, parce que pastel c'est de la peinture, hein, c'est pas du dessin. Et donc du coup, bah, tout ça, pour fabriquer les couleurs, elles peuvent avoir différentes origines, les couleurs. Elles peuvent être d'origine minérale, donc les cailloux, ça va être le cas par exemple de la couleur ocre, qui est une couleur marron-rouge. Ça va être le cas de certains blancs qui peuvent venir de la craie et du calcaire. Hein. Ça peut être aussi d'origine végétale. Hein. Ça va être le cas du vert avec la chlorophylle. Ça va être le cas de certains bleus. Hein. Certaines fleurs donne un bleu très très profond, hein, qui se rapproche un peu du cyan d'ailleurs. Et ensuite, vous pouvez l'avoir aussi d'origine animale. Donc ça va être le cas de certains noirs avec l'encre de sèche. Hein. Ça peut être aussi le cas du rouge avec de la cochenille. La cochenille, c'est une chenille. Il faut savoir que c'est plus beaucoup utilisé à l'heure actuelle, la cochenille, pour la simple raison, c'est qu'on est dans une ère d'animal friendly, donc c'est vraiment éviter un maximum d'utiliser, de faire souffrir des animaux. Et donc on a tendance à de moins en moins utiliser la cochenille pour fabriquer du rouge, étant donné que le rouge on peut l'obtenir autrement. Voilà, donc là j'ai fait mon violet, donc j'ai un peu débordé, bon bah voilà, c'est pas grave, hein, en soi. Et enfin, je vais finir mon vert, mais je pense que si je mélange, ouais non ça va, c'est tenable. Allez, je tourne ma petite palette pour fabriquer mon vert. Alors la peinture, c'est l'art le plus ancien, c'est la chose la plus ancienne, hein. Elle est arrivée, les plus anciennes
traces de peinture datent de 36 000 ans avant Jésus-Christ, dans la grotte de Chauvet. Donc c'est à l'époque préhistorique, d'accord? Donc c'est aussi vieux que la chasse et la cueillette. Et c'est une chose que l'on fait, dessiner, c'est une chose que l'on fait même avant de savoir marcher et avant même de savoir parler. Ou de savoir écrire, on dessine, on gribouille sur les murs, comme nos ancêtres. On gribouille par terre aussi. Alors du coup, non, ça c'était un petit aparté. Alors maintenant, il me reste à fabriquer le vert. Donc le vert, c'est un mélange entre le jaune et le bleu. Donc je reprends du jaune, enfin je reprends du bleu, je reprends du jaune. Alors je fais gaffe de ne pas prendre le jaune qui a été mélangé avec le rouge. Hop, voilà. Et là, j'obtiens un vert. Il tient un peu trop sur le bleu. Hop, un peu plus de jaune, c'est pas mal. Voilà, je pense que le vert est bien. Et là, c'est parti, je vais appliquer mon vert. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Et ces couleurs secondaires sont aussi des couleurs complémentaires. En fait, toutes les couleurs qu'on va faire, même les couleurs tertiaires, peuvent être considérées comme des couleurs complémentaires. Et je vais vous expliquer, une fois que j'aurai fini le vert, ce qu'est une couleur complémentaire. Et c'est là que vous allez voir l'intérêt de la roue chromatique. Il y a mon chat qui part à la chasse à la mouche, alors elle fait un peu de bruit. Hein. Voilà. Alors, petite explication le temps que vous finissiez votre étoile des couleurs. Qu'est-ce qu'une couleur complémentaire? Vous avez vu, vous avez vos couleurs primaires et vos couleurs secondaires. Si je prends ma pointe jaune, d'accord, en fait, la couleur complémentaire, c'est la couleur qui est à l'opposé de la couleur que je pointe du doigt. Donc, c'est-à-dire que la complémentaire au jaune, c'est le violet. La complémentaire au orange, c'est le bleu. La complémentaire au rouge, c'est le vert. La complémentaire du vert, c'est le rouge. La complémentaire du violet, c'est le jaune. La complémentaire du bleu, c'est le orange. C'est la couleur opposée. Pour ce cercle-là, c'est même, pour avoir un petit moyen mémotechnique pour retenir, retenez que vous avez vos trois couleurs primaires. D'accord? Vous avez votre jaune, votre bleu et votre rouge. Pour savoir quelle est la complémentaire du jaune, il suffit juste que vous enleviez le jaune et que vous mélangiez ces deux couleurs, vous obtenez un violet. D'accord? C'est la couleur complémentaire. La couleur complémentaire du bleu, qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant le jaune et le rouge? Du orange. Ça sera complémentaire du bleu. La complémentaire du rouge, c'est le mélange entre le bleu et le jaune. Donc ça va être du vert. D'accord? Ça marche aussi avec les couleurs tertiaires. Vous pouvez avoir les couleurs complémentaires des tertiaires. C'est-à-dire que quand on va faire les tertiaires, la couleur complémentaire de celle-là, c'est elle. De celle-là, c'est elle. De celle-là, c'est elle. Donc c'est ça qui est pratique avec la roue chromatique. Alors, quel est l'intérêt de savoir ça? Quel est l'intérêt de savoir quelles sont les couleurs complémentaires? Il faut savoir que quand on fait par exemple des portraits, quand on va peindre, quand on va faire du paysage ou autre, pour faire ressortir les couleurs, pour faire ressortir par exemple un orange, on va dans les ombres rajouter la couleur complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des feuilles d'arbres d'automne, un peu orange comme ça, pour faire vibrer ce orange, pour le faire ressortir, dans l'ombre, vous allez rajouter du bleu. Comme ça, ça va renforcer le orange et ça va donner un côté plus chatoyant, plus vibrant. Ça va être pareil pour ça. Si vous faites
jaune et vous voulez faire l'ombre à l'intérieur du jaune, vous allez assombrir votre jaune avec un petit peu de violet et vous allez voir tout de suite ça va péter, ça va être super intéressant. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ces couleurs complémentaires. Ah là vous voyez l'oreille de mon chat, ah bah, oui, bah voilà. D'accord, donc hop, donc nous allons maintenant faire les couleurs tertiaires et nous aurons terminé avec cet exercice et cette petite explication sur la roue chromatique. J'ai fait relativement simple. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez chercher sur internet. Vous aurez de très beaux discours, de très beaux textes en long, en large, en travers. Moi, je me base que sur l'essentiel. Hein. Le but, c'est pas de vous noyer. Je vais aller changer mon pot d'eau. Alors, normalement, c'est mon dernier changement de pot d'eau. Alors, pour faire les couleurs tertiaires, c'est le mélange en fait entre une couleur primaire et une couleur secondaire. Heureusement, j'ai encore suffisamment de couleurs là pour pouvoir travailler ça tranquillement. Donc, je vais commencer, par exemple, entre le jaune et le vert et je vais fabriquer ma couleur tertiaire. Alors, je reprends mon vert. Donc, il me reste un petit peu de vert et je vais rajouter du jaune dedans. Alors, sans le bleu, ça serait bien. Voilà. J'ai un chat, c'est un vrai pot de colle. Elle est juste devant moi, allongée, et elle me regarde travailler. Voilà. Donc là, j'ai un vert un peu plus clair. Voilà. Et donc là, j'ai ma couleur tertiaire. Le mélange entre une couleur primaire jaune et une couleur secondaire vert. Là, vous avez vu, même la prof, hein, elle déborde un peu de temps en temps. C'est pas grave. C'est pas pratique de peindre quand il y a un chat qui essaie de fouiller en dessous. Ah, mais non. Ah là là. Non, mais c'est bien, Gali, comme ça tu fais venir les gens qui vont partir à la chasse, à l'apparition du chat dans mes vidéos. Hop là, voilà, couleur tertiaire, mélange entre le jaune et le vert. Ok, donc vous avez une espèce de vert prêt. Je tourne un peu ma feuille et là je vais faire le mélange entre le jaune et le orange. Alors j'essuie bien mon pinceau parce que là on est vraiment sur du détail. Hop là, voilà. Voilà. Et là maintenant je vais prendre du jaune. Hop là. Et je vais rajouter dans mon orange que j'ai fabriqué tout à l'heure pour avoir un jaune orangé. Alors évidemment, on pourrait encore rajouter des branches, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des mélanges entre deux couleurs secondaires ou un mélange entre une couleur secondaire et une couleur tertiaire. Ça n'a pas de fin, en fait. Ça n'a vraiment pas de fin. Ah, je crois qu'il y a un chat qui a découvert que j'avais des pieds. Je joue avec mes pieds. Voilà. Il n'y a pas assez de jaune. Voilà. Alors, pour terminer sur des petites explications, l'acrylique. Alors l'acrylique, je vous avais dit, c'est une couleur chimique. C'est une des dernières types de peinture à avoir été créée par l'homme. Et quel est l'intérêt de l'acrylique? C'est que l'acrylique, c'est une peinture qui se recouvre. En fait, c'est la même peinture qu'on utilise pour les murs. Hein, quand on doit peindre un mur,
Par exemple, on utilise la peinture acrylique. L'avantage, c'est que la peinture acrylique se recouvre. Si vous faites une erreur, vous attendez que ça sèche et vous repeignez par-dessus et ça s'efface. Ce qui est en dessous ne sera plus visible. Donc ça, c'est l'intérêt. Vous pouvez assombrir comme vous pouvez éclaircir du coup. Donc les erreurs se corrigent sur la peinture acrylique, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, d'autres types de peinture comme la gouache ou l'aquarelle. Et donc souvent, quand on débute en peinture, c'est le matériel qu'on utilise. Comme ça, moins de stress. Voilà, un jaune orangé. D'accord? Alors, mon verre est vraiment absolument immonde. Je crois que je vais passer une deuxième couche. Ouais, je vais passer une deuxième fois parce que c'est vraiment atroce. Alors des fois, hein, il y a certaines marques. Alors j'ai des tubes de peinture de marques différentes. Hein. Parce que des fois, il y avait des promos et des trucs comme ça. Et il y a certaines marques qui sont plus fluides, plus liquides que d'autres. Et certaines marques sont plus faciles à travailler que d'autres, j'ai remarqué. Moi, il y a une marque que j'aime bien, qui est très très fluide. Et je ne me rappelle plus. Ah, c'est la marque Louvre. Voilà, c'est la marque Louvre que j'aime bien. Elle est très très fluide. C'est la marque qui correspond au jaune là. Elle est très très fluide. Et elle sèche relativement lentement. Donc c'est super pratique quand vous peignez dehors. Après, il y a des marques que j'aime pas du tout. Où j'ai vraiment plus de mal. Ça fera l'objet d'une petite vidéo. Bon, tu vas m'embêter pendant combien de temps encore, le chat? C'est sérieux? Hop. Voilà, c'est beaucoup plus propre avec la deuxième couche. Voilà, c'est un peu plus propre avec la deuxième couche. Allez, il me reste quelques couleurs tertiaires à faire, donc je vais en profiter, donc je vais continuer. Donc le mélange entre le orange et le rouge, donc ça va être un rouge orangé. Donc là, je vais obtenir un rouge. Alors, je vais refabriquer un peu d'orange parce que je n'en ai plus. Enfin, il a séché. Il faut dire aussi qu'il fait un peu chaud. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais rajouter du rouge. Encore du rouge. Voilà. Et là, j'ai mon rouge orangé. Alors, encore un peu de rouge. Il n'y a pas assez de rouge là-dedans. Il n'y a pas assez de magenta. Non, toujours pas assez. Voilà. Et là, vous obtenez un rouge orangé. Ce qui veut dire qu'à partir de ce magenta, si vous voulez obtenir un rouge, il va falloir ajouter une pointe de jaune dedans. Une pointe, hein. Une petite pointe de jaune dedans. Et vous obtiendrez un vrai rouge. Enfin, ce qu'on appelle un rouge, quoi. Et voilà. D'accord? Je pourrais très bien rajouter encore un peu plus de rouge.
Et voilà, d'accord? Donc un rouge orangé. Ensuite, entre le rouge et le violet, voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un peu parce que c'est pas forcément super joli. Après, le but, hein, c'est que vous compreniez les couleurs. Hein. Pas forcément de faire le travail le plus soigné possible, mais un travail propre et efficace avec de bonnes couleurs. Voilà, d'accord? Ensuite, alors là, on va être sur une couleur très très sombre. Entre le violet et le bleu. Bon, je reprends le violet que j'ai fabriqué là. Et je vais rajouter du bleu dedans. Alors, je vais tomber sur une espèce de bleu nuit. Vous avez vu, je tombe sur une espèce de bleu nuit. Alors, quand vous devez fabriquer du bleu nuit, en fait, c'est du violet plus du bleu. On fait un très beau bleu d'ailleurs. Une sorte presque de bleu-gris. Alors, je vous expliquerai quand on fera les dégradés. Comment on obtient du noir si on n'a pas de peinture noire et pourquoi on évite d'utiliser la peinture noire pure et la peinture blanche pure. Hein, ça, je vous expliquerai sur un prochain cours. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Voilà. D'accord? Donc un mélange entre le violet et le bleu, on obtient une espèce de bleu nuit gris. Super joli d'ailleurs. Et il nous reste une dernière couleur. Un bleu vert. Alors je refabrique mon vert. Et j'ajoute du bleu. Et on obtient un verre bouteille. Et voilà. Donc nous avons notre roue chromatique. Donc je vais la remettre dans le bon sens. C'était comme ça. Donc on a notre roue chromatique composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs fabriquées à partir de seulement 3 couleurs.
Donc on pourrait évidemment fabriquer encore un mélange entre le jaune orangé et le jaune, etc. Donc on pourrait rajouter encore des branches. Hein, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez très bien rajouter encore d'autres branches. Hein, ça marcherait parfaitement. Donc c'est pour ça qu'en fait avec juste 3 couleurs primaires, on peut obtenir un nombre assez conséquent de couleurs différentes. Alors j'avais dit que je le ferais peut-être sur un autre tuto, je pense que je vais le faire maintenant. Je vais vous expliquer juste comment on peut obtenir par exemple ce qu'on appelle un noir trichrome. Alors qu'est-ce qu'un noir trichrome? C'est un noir qui est le mélange des 3 couleurs primaires. En peinture traditionnelle, donc les puristes vont vous dire on n'utilise ni le blanc pur, ni le noir pur. C'est-à-dire que le blanc pur, c'est soit le blanc de la feuille, soit rien du tout. Donc même les nuages, par exemple, c'est du blanc plus du bleu. D'accord? Pareil, on n'utilise pas de gris pur, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un mélange entre le noir et blanc. On va utiliser un mélange entre le noir et blanc, plus on va rajouter une couleur à l'intérieur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans la nature, le blanc et le noir, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des couleurs, c'est ce qu'on appelle en fait des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est la différence entre un jaune clair et un jaune foncé. C'est toujours le même jaune, sauf qu'il y a plus de lumière plus claire, moins de lumière plus foncée. Donc en peinture, pour avoir un jaune clair, on va rajouter du blanc. Pour avoir un jaune foncé, on va rajouter du noir. Sauf que, en fait, je vous ai dit qu'on n'utilisait pas ça. Donc pour foncer un jaune, par exemple, on va le foncer avec sa couleur complémentaire. On va le foncer avec du violet et on va obtenir un jaune foncé. Ça, ce sont des valeurs. C'est ce qui permet d'avoir un jaune clair, un orange clair, un rouge clair, un vert clair. Et ça, c'est ce qui permet en fait d'avoir un jaune foncé, un orange foncé, un rouge foncé, etc. Ce sont des valeurs. D'accord? L'ombre, la lumière. En peinture, elles existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas fabriquer, à partir des couleurs primaires, on ne pourrait pas fabriquer de bleu clair. Vous pourrez, sauf que ça sera un bleu clair avec énormément d'eau. Pour éclaircir, il faut rajouter de l'eau. Mais ça va être au détriment de son épaisseur. C'est-à-dire qu'on aura du mal à faire un nuage blanc sur un ciel relativement sombre. Si on rajoute de l'eau à notre bleu, ben on aura un bleu très très clair, mais il ne sera pas assez opaque, il n'y aura pas assez de matière pour être visible au-dessus d'un bleu foncé, par exemple. D'accord? Donc là, on aura le droit d'utiliser le blanc. D'accord? Pareil, il y a des moments où on n'aura pas d'autre choix que d'utiliser le noir. Les puristes se débrouillent pour ne jamais avoir à les utiliser. Alors dans ces cas-là, c'est comment on fait? Alors pour obtenir du blanc, c'est impossible. Hein. On ne peut pas obtenir du blanc. Hein. Mais on peut essayer d'obtenir un noir, ce qu'on appelle un noir trichrome. Le noir trichrome, c'est le mélange des 3 couleurs primaires. On va le mettre au milieu. On va faire un petit rond au milieu pour vous montrer. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est que hop, je prends ma petite palette. Je prends un autre pinceau. Ou vous pouvez prendre le même pinceau. Hein. D'accord? Et en fait, je vais prendre un peu de bleu que je vais mettre au milieu. Un peu de rouge, ce qui fait que j'obtiens un violet. Et à l'intérieur de ce violet, je vais rajouter un petit peu de jaune. Alors, tout est dans l'équilibre des couleurs, c'est-à-dire qu'il faut mettre autant de jaune, autant de bleu, autant de rouge pour avoir un noir. Alors, vous n'aurez pas un vrai noir, hein, c'est-à-dire que vous serez loin. À côté, on mettra le vrai noir, mais vous n'aurez pas exactement un noir noir. Vous aurez forcément un noir qui est légèrement teinté. Alors là, c'est teinté sur le vert, donc il va falloir que je rajoute un peu de rouge. Hop. Encore un peu de rouge. Voilà, je suis pas loin là. Ouais, voilà. Donc là, je suis sur une couleur qui est presque noire. Normalement, à l'écran, elle apparaît comme noire. Si je l'applique, en fait, c'est une espèce de gris marron très sombre. Donc, je vais l'appliquer là. Je vais l'appliquer là. Je vais faire une bande là.
Alors on n'utilise pas non plus le noir pur, étant donné que quand on utilise le noir pur, ça a tendance à écraser toutes les autres couleurs. C'est-à-dire qu'on va, on va voir que le noir au détriment des autres couleurs. Tandis que si vous utilisez un noir trichrome, c'est-à-dire un noir que vous avez fabriqué vous-même, vous allez vous retrouver avec un noir qui va avoir tendance à être un tout petit peu plus pâle que le noir pur et qui du coup va souligner les autres couleurs sans être dominant. D'accord? Et là, je vais vous montrer la différence avec un noir pur. Bon, je vais mettre là, tiens. Allez, tombe. Voilà. Alors la différence n'est pas énorme à l'écran, elle est un tout petit peu plus devant mes yeux, surtout sous une lampe. Voilà. Et donc le noir pur, le voilà. Hop, je vais la dessiner là. Et voilà le vrai noir à côté. Donc on voit quand même qu'il y a une différence, hein. Même à l'écran on le voit. Cette couleur là c'est un peu un gris foncé et donc ça a tendance à être un peu plus pâle, mais il prend pas le dessus sur les couleurs avoisinantes, d'accord? Tandis que lui, qui est le vrai noir, généralement quand vous allez regarder la première fois cette étoile des couleurs, c'est ça que vous allez voir en premier. Ce qui est un peu dommage parce que généralement un noir est souvent utilisé soit pour de l'ancrage, soit pour des ombres très dures la nuit, mais c'est pas l'élément le plus important. Normalement il est là juste pour souligner les couleurs. Donc tandis qu'il prend là, il prend le pas sur les autres couleurs. Donc c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'en peinture traditionnelle, on a plutôt tendance à fabriquer son propre noir pour avoir un noir plus doux, plus intéressant et plus proche de la réalité. D'accord? Beaucoup plus proche de la réalité. Ok? Donc voilà pour cette étoile des couleurs. En espérant que ça vous ait plu, hein, pour ce premier exercice de peinture. Donc la prochaine vidéo concernera tout ce qui est gestion des dégradés au niveau de la peinture à acrylique et tout ce qui est un peu effet, hein, qu'on peut donner notamment avec notre ami le petit mouchoir en papier. Vous allez voir qu'on peut donner des petits effets assez sympas en peinture à acrylique. Donc on verra ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc entraînez-vous bien à la peinture à acrylique et je vous dis à bientôt sur Artbox Tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous, bye.